Nous allons maintenant écouter Françoise Le Riche. Je ne sais pas si vous avez pas d'image, donc vous restez là. Et Françoise Le Riche est donc à l'université qui s'appelle maintenant Grenoble-Alpes. Bon, c'est une proustienne très savante, hein, sa dernière grosse entreprise, c'est cette publication des lettres de Proust. Il y a quelques mois, on a eu une belle journée d'études sur les premières propositions d'édition numérique de la correspondance. Et elle a pour titre aujourd'hui « Quel je, quel nous, figure et énonciation de l'essayiste ». À vous, Françoise. Parlez dans le micro. Je vous remercie. Merci pour cette invitation au Collège de France, qui est toujours un moment un peu terrorisant de voir tout ce monde plein d'attention et d'écoute. Et je dois commencer par m'excuser de n'avoir pas le PowerPoint qui permettrait d'avoir les textes, mais pour des raisons matérielles, je n'ai pas réussi à le faire dans les temps. Donc, l'essai dans l'ouvrage de Jean-François Louette et Pierre Glaude, qui est quand même un peu notre ouvrage de référence depuis des années, est défini comme, je cite, « prose non fictionnelle subjective à visée argumentative, mais à composition antiméthodique, où le style est déjà en lui-même une pratique de pensée ». Donc c'est la définition complétée qu'ils en ont donnée en 2011 dans la deuxième édition de leur ouvrage, puisque la définition précédente était beaucoup plus sommaire. Mais après cette définition assez complète, ils finissent par dire que finalement, après avoir essayé différentes typologies, logiques, classificatoires, le constat est que l'essai brouille quand même souvent les lignes de partage classificatoires aux frontières de la fiction, de la vérité et de l'agonique, c'est-à-dire le récit de combat, et qu'il est quand même bien difficile d'en donner une définition. Donc, le seul moyen d'appréhender une forme de définition ou de notion globale de l'essai serait d'examiner un grand nombre d'œuvres considérées comme essayistiques, variées dans le temps et l'espace. Au terme de cet examen, il ressort de la plupart des ouvrages théoriques que l'essai consisterait dans une mise en scène de soi ou de sa parole, dans une visée cognitive ou argumentative d'intérêt général. Qu'il s'agisse de l'essai savant de la deuxième moitié du XIXe siècle, Taine ou Renan, ou de l'essai littéraire qui se généralise à l'époque de Proust, dans une frontière souvent indécidable avec la fiction et le roman, comme l'a bien montré Marielle Massé, le genre consiste donc à faire fond de son expérience pour questionner les certitudes, proposer des hypothèses de façon libre et surtout non systématique, à la différence des traités philosophiques classiques notamment. C'est donc dans la perspective d'enquêter sur la place, les manifestations du « je » de l'essayiste proustien que j'avais annoncé ce titre peut-être un peu trop vaste et trop ambitieux, « Quel je, quel nous », en pensant examiner comparativement cette relation du « je » et du « nous », où s'opère une forme d'interlocution ou de partage peut-être, donc dans les essais de jeunesse et comparativement dans les passages de la recherche à caractère digressif, où il est convenu de voir émerger le moraliste, ou autrement dit l'essayiste, dont le moraliste est l'une des figures. En effet, il est convenu que dans la recherche, à chaque instant, ou presque, se produit un changement de régime textuel, la narration au passé laissant place à des passages au présent de vérité générale, où le « nous » remplace le « je » du protagoniste, dont l'expérience narrée peu avant devient le lieu d'une généralisation, l'objet d'un questionnement ou d'une assertion à valeur de vérité générale. On pourrait en citer des centaines, voire des milliers d'exemples. Donc, je n'en cite aucun, chacun aura les siens. Or, dans ce régime, dans ce changement de régime, le « nous », qui inclut le « je » et le « vous », l'énonciateur et l'énonciataire, produit un saut en quelque sorte hors de la fiction, du moins si certaines réflexions peuvent être si certaines réflexions peuvent être attribuées au protagoniste fictionnel qui médite sur son expérience,
En fait, la plupart sont le fait d'un essayiste qui, par une sorte d'exophore, invite implicitement le lecteur à réfléchir à partir de sa propre pratique, donc à rentrer à lui-même, à laisser un peu le livre des yeux, s'interroger sur lui-même, via ce « nous », pour valider ou non, en tout cas examiner si il se reconnaît dans ce « nous », si l'explication ou l'hypothèse à valeur de vérité générale, psychologique, sociologique ou autre, qui interrompt la narration, lui convient. Donc, une des hypothèses à valeur génétique consiste à voir, dans cette pratique courante, dans la recherche, la conséquence logique de la pratique de l'essai par le jeune Proust, jeune ou pas si jeune, quand même trentenaire. La recherche étant née, comme on le sait, de l'essai contre Sainte-Beuve, de sorte que le pli essayistique se serait prolongé dans le roman. Donc, il y a là une sorte de doxa proustienne. Si Proust reste essayiste même dans le roman, c'est au fond qu'il a tellement pratiqué, qu'il a tellement pris ce pli que c'est une seconde nature dont il ne peut se défaire en quelque sorte. Or, si la pratique compositionnelle n'a, semble-t-il, pas vraiment varié depuis sur la lecture jusqu'à la recherche, en passant par le contre Sainte-Beuve essai puis essai narratif, avec une partie de fiction ou d'autofiction, puis une partie théorique qui est censée en découler. Qu'en est-il du mode de discours, autrement dit, quel rapport du je au nous? Dans l'essai proustien, donc je dis de jeunesse, quand on dit de jeunesse, on entendra sur la lecture ou éventuellement le contre Sainte-Beuve, même si Proust n'était pas si jeune. Donc dans l'essai proustien de jeunesse, la théorie découle-t-elle réellement de l'expérience? Bon, donc ici, j'avance une hypothèse qui va contre une certaine doxa proustienne. Le nous est-il vraiment une ouverture du je à la communauté, une forme d'inclusion et de dialogue? L'essayiste fait-il vraiment fond de son expérience pour dévoiler ou découvrir une universalité où le lecteur se reconnaîtrait? À examiner de près les textes, on s'apercevra que cette conception assez répandue, donc dans la critique proustienne, n'est peut-être pas aussi simple. Donc, faute de temps, et le projet étant beaucoup trop vaste pour une demi-heure d'exposé, j'ai décidé de me concentrer sur quelques passages de l'essai sur la lecture, ce qui est particulièrement redoutable après le cours d'Antoine Compagnon qui a fait une bonne place. Donc, si le schéma classique selon le schéma classique de l'essai, le texte commence par une mise en scène du je, son expérience ou sa parole. Dans ce texte, sur la lecture, en réalité, le texte commence par tout un long paragraphe assez long, où c'est le « nous » qui domine. Je cite le début du texte, « Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré, tout ce qui, semble-t-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu, etc., etc. » Donc vous voyez que tout ce paragraphe commence non pas par un je qui mettrait en scène sa propre expérience singulière, d'où pourrait ensuite venir un élargissement, mais commence tout de suite par le nous. Donc voici déjà une petite différence dans le discours habituel. L'essayiste commence par se mettre en scène lui. Non, ici ce n'est pas le cas. Donc le paragraphe continue ainsi assez longtemps, avant qu'advienne au paragraphe suivant « Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures, etc. » Donc vous voyez que le « je » apparaît comme un comparatif, comme moi, mais c'est une expérience commune qui est donnée d'emblée. Donc non seulement ce « nous » inclut le « vous » avec le « je », en tout cas tout le monde, le lecteur, en tout cas vous et moi, a priori, mais cette expérience s'énonce sous forme de vérité générale, un présent gnomique. Donc la démarche ne va pas du cas particulier à une vérité générale par induction, ni par une proposition universalisante. La thèse, nuancée d'entrée de jeu par un « peut-être », est énoncée d'emblée comme une certitude, malgré son caractère paradoxal, si l'on y réfléchit.
car c'est quand même sur un paradoxe que ce texte s'ouvre. Il n'y a pas de jour de notre enfance que nous ayons vécu si pleinement que ceux que nous avons cru ne pas vivre finalement. Donc ce qu'on a le plus vécu, c'est ce qu'on croyait ne pas avoir vécu. Donc cette vérité générale ne va pas de soi, et même extrêmement paradoxale, et là on peut reconnaître le style provocateur de l'essayiste, mais il est vrai que ce discours qui dément la doxa et qui rectifie une illusion est le fait d'un théoricien qui affirme, et qui même interpelle son lecteur, qui ne se souvient comme moi, donc qui appelle une sorte d'approbation. Donc le texte commence ainsi par l'exposé d'une sorte de loi à valeur universelle. Jouer du paradoxe, donc, cela entre bien dans la logique de l'essayiste, mais subordonner à une loi l'expérience individuelle relatée ensuite, c'est une démarche qui relève plutôt du traité ou de l'essai philosophique savant que de la démarche empirique expérimentale que l'on associe habituellement à l'essayiste. Autrement dit, on associe habituellement l'essayiste à une démarche expérimentale qui mène vers des connaissances, vers des lois, tandis que le traité, au contraire, commence par affirmer des lois dont on déduit ensuite des cas particuliers ou qu'on illustre par des cas particuliers. Donc il y a une démarche qui, ici, ne semble pas être celle de l'essayisme, mais plutôt celle du traité savant. Pour élever encore un petit peu la réflexion, on pourra invoquer Kant, qui distingue le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. Donc il appelle, dans la critique de la faculté de juger, donc il appelle le jugement déterminant la loi, donc un jugement qui énonce une loi à laquelle le singulier est subordonné, tandis que le jugement réfléchissant, c'est l'inverse, c'est lorsque un énoncé où le singulier devient objet d'une réflexion. Donc ici, dans ce début sur la lecture, on a bien affaire à un jugement déterminant ou à un énoncé doxique. C'est seulement ensuite que se déroulent les souvenirs personnels, en tout cas rattachés au jeu, au passé. Donc on peut voir dans cette expérience du jeu autrefois quelque chose d'une expérience réelle, comme Montaigne se mettant en scène peut-être, ou autofictionnelle. Après tout, on trouve le nom de Mes Églises, qui semble déjà une légère fictionnalisation. On remarque qu'il n'y a pas de coordonnées du réel, ni de nom, ni de date, ni de lieu repérable, à part ce Mes Églises qui est plutôt fictionnel. En tout cas, le jeu individualisé semble une sorte de persona dans l'expérience de laquelle nous pouvons reconnaître à peu de choses près, notre propre enfance, nous lecteurs, en tout cas le lecteur de 1905, à une époque où la France est rurale à peu près 80%, et où toute personne a eu l'expérience de la maison familiale de campagne et a pu reconnaître ces longues journées où il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de se promener ou de lire. Donc c'est une expérience dans laquelle chacun peut se reconnaître. Doit-on considérer que c'est cette expérience personnelle, en réalité, énoncée en second, qui a mené à la généralisation dans le nous, qui, pour des raisons de présentation, est donnée avant? Sur le plan logique, c'est évident, c'est à partir de sa propre expérience que Proust a pu généraliser, mais ce qui est intéressant, là encore, on en parlait tout à l'heure à propos de la question du savoir, à propos de la Madeleine, etc. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'ici, il commence au contraire par la théorie, avant de donner un exemple plus singulatif ou singulier, même si cet exemple n'a rien de très individuel et que n'importe qui peut se reconnaître dans ce jeu. Par ailleurs, quelle est l'utilité de toute la première partie narrative de Sur la lecture? Logiquement, selon la logique de l'essai, la partie narrative, la mise en scène de soi, la partie de l'expérience, permet de faire émerger un certain nombre d'éléments théoriques. Donc, de la mise en scène du moi devrait découler la deuxième partie, théorique. Or, si on regarde de près, il n'en est rien, ou en tout cas ce n'est pas très évident. Les lectures de l'enfance, de l'aveu même de Proust, sont à part, en dehors de ce dont parle Ruskin. Je cite: « Avant d'essayer de montrer au seuil des trésors des rois pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer
dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans ce petit ouvrage, je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance, dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Autrement dit, les lectures de l'enfance ne sont pas concernées. Ce n'est pas de cela dont parle Ruskin, en quelque sorte. Donc on peut se demander pourquoi avoir commencé par faire cette longue narration, d'où devrait découler un certain nombre de leçons, si finalement c'est une sorte de hors-temps, de hors-jeu, qui ne débouche sur aucune conclusion théorique. Tout cela peut paraître assez curieux. Proust admet donc ne pas avoir parlé des livres ni des lectures, mais de toute autre chose, des souvenirs qui y sont associés. C'est ce qu'il dit dans la phrase suivante. « Sans doute, je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle. Ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Je n'ai pas échappé à leur sortilège. En parlant d'elle, j'ai parlé de toute autre chose que des livres. » Donc, s'il est là pour parler des livres et de la façon de lire les livres, à ce moment-là, il n'a pas parlé des livres. Donc, on peut bien se demander quel est le lien logique entre cette première partie et la seconde. Mais, alors, à quoi bon? Peut-être les souvenirs qu'elles, ces lectures enfantines, m'ont l'un après l'autre rendu, en auront-ils eux-mêmes éveillé chez le lecteur? Et l'auront-ils peu à peu amené, tout en s'attardant dans ses chemins fleuris et détournés, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé lecture, avec assez de force pour pouvoir suivre maintenant, comme au-dedans de lui-même, les quelques réflexions qu'il me reste à présenter. Bon, donc cette phrase est particulièrement complexe sur le plan argumentatif, puisqu'il s'agit finalement d'avoir amené par ses souvenirs dans lesquels auquel chacun peut s'identifier ou identifier ses propres souvenirs, il s'agit d'amener le lecteur à se reconnaître dans le héros, à reconnaître, enfin le héros, le jeu qui s'exprime, qui est sans doute Marcel Proust, puisqu'il n'a pas de nom et que c'est un essai, donc a priori l'essayiste est Proust. Mais il s'agit donc de s'identifier peut-être à l'expérience de Proust, mais pour que chacun recrée dans son esprit l'acte appelé lecture. Or, ce que Proust a montré, c'est qu'il s'agit en fait d'une lecture où on ne lit rien du tout, apparemment, et où on se laisse habiter par toutes sortes de sensations, de perceptions de tout ce qui se passe autour. Mais jusque-là, de quoi est-il question? On ne sait même pas ce que le héros était en train de lire. Est-ce qu'il lisait de la poésie, des aventures? On ne sait même pas ce qu'il a lu, et lui-même semble ne pas le savoir. Donc, il y a là une sorte d'incohérence argumentative, a priori, puisqu'il ne s'agit pas tellement de lire, on est plongé dans un livre, mais à quoi cela sert-il? Et cela devrait en tout cas amener le lecteur à une démarche d'approfondissement, de retour vers lui-même et donc d'induction, en quelque sorte, à partir de ce qu'il lit. Donc il s'agit chaque fois de revenir en soi-même, voir si finalement on se retrouve dans ce que raconte le texte, en gros. Mais donc, en quelle mesure cela va-t-il servir maintenant pour la partie théorique? Notons au passage que le nous a disparu. Le nous était une sorte de formule accueillante où tout le monde se retrouvait. Or, désormais, il y a je et il y a le lecteur. Donc, je vais pouvoir présenter des réflexions au lecteur. Donc, on voit cette fois ni un vous, ni un nous, mais un je et les autres, il. Le je devient donc un théoricien, un penseur qui présente un exposé pour un auditoire ou un lectorat. Donc le discours argumentatif construit savant, qui va venir, établit une sorte de barrière. Donc on peut dire que dans la première partie narrative, cette forme essayistique liée à l'expérience était accueillante et chacun pouvait s'y reconnaître, et le nous témoigne de cette possibilité. Lorsqu'on va entrer dans la partie théorique, les barrières sont bien étanches. D'un côté, le présentateur des théories, le théoricien, le savant, et de l'autre côté, le lecteur. Voyons, donc... je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé.
je ne sais plus d'où j'en suis dans mon temps. J'ai commencé à... Oh, vous avez encore du temps. Oui, c'est ça, mais je ne sais plus. J'ai commencé à 18, 20, donc je suis à la moitié. D'accord. Bon, parce que là, je ne savais plus où j'en étais exactement. Donc, il y a ainsi, désormais, une partie théorique dont je ne vais pas parler, puisque Antoine Compagnon en a déjà parlé dans son cours, où Proust se lance dans divers développements théoriques qui ne sont pas toujours reliés entre eux. Il y a une réflexion sur Ruskin proprement dit, mais il y a aussi une réflexion sur les écrivains, les romantiques et les classiques, mais enfin les romantiques qui ne lisent plus que des classiques. Il y a une réflexion sur la valeur thérapeutique de la lecture, et l'essai finit par une réflexion sur les vieilles formes de langage, notamment dans les tragédies classiques, mais pas seulement, qui permettent de retrouver quelque chose du passé par le biais de la lecture. Mais il ne s'agit pas du même passé que qu'on trouvait dans la première partie du texte. Il s'agit cette fois d'un passé culturel, d'un passé de la civilisation qui se retrouve de façon très objective par les formes de langage. Chacun, trouvant des formes du XVIe ou XVIIe siècle, reconnaît quelque chose du passé. Donc il y a ainsi dans la deuxième partie différentes théories qui sont développées par l'argumenteur, le théoricien, mais qui n'associe plus vraiment le lecteur, le nous, qui s'énonce sous une forme qui semble théoriquement parfaitement construite, argumentée, mais dont on ne voit pas forcément le lien avec la première partie de l'ouvrage, sinon lorsque le théoricien, l'essayiste, remarque que l'enfant, et là on revient à l'enfance, à Fracasse, croyait tout ce qu'il lisait, prenait pour argent comptant le monde romanesque qui s'ouvrait à ses yeux, et cherchait précisément à retrouver ces lieux dans la réalité. Donc, implicitement, l'enfant qui lisait Fracasse, ou tout enfant qui lit des œuvres de jeunesse, dans sa naïveté, croit lire quelque chose de supérieur à la réalité. Il a donc ce que Proust appelle une démarche fétichiste, et le théoricien va nous dire qu'il s'agit d'une illusion, que les livres ne nous apprennent rien du tout, et c'est en quoi, évidemment, cet exemple sert à montrer l'inanité de la théorie ruskinienne de la lecture. Le livre ne nous apprend rien, ne nous donne pas des pensées supérieures. C'est une illusion de croire qu'il y a dans un livre une matière intellectuelle ou métaphysique ou quelque chose de supérieur. Finalement, la lecture devrait nous amener à réfléchir par nous-mêmes plutôt qu'à croire dans une supériorité quelconque de l'artiste. Donc on voit qu'il y a finalement entre l'expérience de l'enfance et la théorie contre Ruskin, de la lecture contre Ruskin, un lien de cause à conséquence. Dans mon enfance, j'ai éprouvé cette naïveté, maintenant je sais que c'est naïf et qu'il n'y a rien à tirer des livres, en quelque sorte, sinon une sorte d'émerveillement de l'imagination. Il n'y a aucune valeur cognitive dans les livres, mais ce passage sur les illusions de l'enfance ne sont pas énoncés dans la première partie, la partie censément figurative et narrative, mais précisément réinterviennent dans la deuxième partie parce que c'est un jalon qui peut manquer et qui finalement fait une sorte de transition entre l'expérience de l'enfant et les conclusions sur l'inanité cognitive des lectures en quelque sorte. Donc on voit que finalement le lien que l'on suppose si évident entre première partie narrative mise en scène, deuxième partie théorique n'est pas si aisé dans cet essai, qui est quand même, malgré la fluidité du texte et la richesse de ses réflexions, fait un peu de briquet de broc. Et c'est peut-être en quoi justement il relève de la logique de l'essai beaucoup plus que de la logique du traité théorique, puisque l'argumentation déraille justement à plusieurs reprises, et c'est en quoi ce texte qui commençait un peu comme un traité savant, finalement relève de la logique générique de l'essai. Or, pour compléter cette logique essayiste du déraillement ou des bifurcations, c'est l'occasion de nous intéresser aux notes de bas de page.
Je m'étais déjà intéressée aux notes de bas de page sur Sainte-Beuve il y a plusieurs années dans le cadre de mon HDR, mais dans une autre perspective. Et donc ici, je les ai reprises dans la logique qui est la nôtre, celle de l'essayiste. Donc il y a en effet, on le sait depuis Clarac, qui a insisté là-dessus, donc un certain nombre de notes sur Sainte-Beuve, contre Sainte-Beuve, qui apparaissent donc dans cet essai contre Ruskin a priori. Et c'est effectivement dans une de ces notes, la seconde, que l'on voit apparaître de façon tout à fait incidente, par une sorte de digression, une critique de Sainte-Beuve. Donc dans le texte principal, Proust parlait des écrivains romantiques qui aimaient lire des ouvrages classiques. Vient ensuite une note. C'est sans doute pour cela que souvent, quand un grand écrivain fait de la critique, il parle beaucoup des éditions qu'on donne, d'ouvrages anciens, et très peu des livres contemporains. Autrement dit, les contemporains préfèrent lire les classiques, donc même, et quand ils font des chroniques, eh bien, au lieu de commenter l'actualité du jour, ils parlent d'éditions d'auteurs du passé. Bon, jusque-là, c'est cohérent. Exemple, les lundis de Sainte-Beuve et la vie littéraire d'Anatole France. Dans l'édition de 1905 de cette préface, Proust avait mis, exemple, les lundis de Sainte-Beuve et vie littéraire d'Anatole France, mais il avait mis une parenthèse, bien que Sainte-Beuve ne soit pas un grand écrivain. Alors si précisément cette note est consacrée au grand écrivain, quel est l'intérêt de faire intervenir Sainte-Beuve, qui justement n'est pas un grand écrivain? Donc il y a là encore une sorte de petit dérapage argumentatif. Pourquoi invoquer Sainte-Beuve comme grand écrivain s'il ne l'est pas? Ici, sans doute, puisque ses amis en 1905 lui ont fait quelques critiques, il a supprimé cette attaque, mais il continue sur Sainte-Beuve pour l'attaquer. Tandis que M. Anatole France juge à merveille ses contemporains, on peut dire que Sainte-Beuve a méconnu tous les grands écrivains de son temps. Bon, c'est la thèse qui sera développée plus tard. Et qu'on n'objecte pas qu'il était aveuglé par des haines personnelles. Après avoir incroyablement rabaissé le romancier chez Stendhal, il célèbre en manière de compensation le modeste, les procédés délicats de l'homme, comme s'il n'y avait rien d'autre de favorable à en dire. Cette cécité de Sainte-Beuve, en ce qui concerne son époque, contraste singulièrement avec ses prétentions à la clairvoyance, à la prescience, etc. Je passe, puisque ça a été bien commenté dans le cours d'Antoine Compagnon. Or, donc, à qui s'adresse qu'on n'objecte pas qu'il était aveuglé par des haines personnelles pour vouloir rabaisser Stendhal ou les autres de ses contemporains? Eh bien, est-ce qu'il s'adresse à nous, le lecteur, ou est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre? En l'occurrence, il s'adresse à un certain nombre de critiques littéraires qui, dans le ballet de 1904-1905 antibeuvien, ont insisté sur la rancune, la mesquinerie de Sainte-Beuve, notamment Brunetière. Or, ce faisant, Brunetière reprend exactement un passage de la grande biographie de Léon Séché, qui, justement, était un des premiers à critiquer Sainte-Beuve, en disant qu'une œuvre littéraire n'avait qu'à être examinée qu'au point de vue du style et pas du point de vue de l'homme, et il disait « et qu'on ne m'objecte pas que le style c'est l'homme, et que tant vaut l'homme, tant vaut la chose, etc. » Bon, et ensuite, il disait que, troisième argument contre Sainte-Beuve, que Sainte-Beuve a appliqué sa méthode avec une telle partialité d'esprit et parfois de telle rancune qu'il l'a, malgré tout son talent, rendue suspecte. Une méthode de critique n'ayant de valeur que si elle est capable de rendre des jugements conformes à la vérité. Donc c'est bien Séché qui est le premier à insister sur la rancune de Sainte-Beuve et sa partialité. Or, Proust dément cet argument en disant « mais non, il aime bien Stendhal, il aime bien Henri Bell. Ça ne peut pas être par rancune qu'il dénigre son œuvre. Donc qu'on ne m'objecte pas que c'est par rancune qu'il a méconnu l'œuvre de Stendhal. S'il l'a méconnu, c'est parce qu'il n'était pas capable, finalement, de reconnaître la valeur de cette œuvre, tout simplement. Ce n'est pas un bon critique qui serait méchant, c'est tout simplement un mauvais critique qui a un mauvais jugement esthétique. Donc il y a ici, donc, de la part de Proust, un changement de destinataire. Il ne s'adresse plus à nous en général, mais il s'adresse finalement à des lecteurs spécialisés qui ont écrit sur Sainte-Beuve, qui ont échangé des arguments, et il entre dans le jeu
en oubliant qu'il est quand même censé de parler pour la lecture pour tout le monde. Donc il y a une sorte de dérapage, enfin de changement de perspective, et par le biais des notes, il commence à entrer dans ces échanges d'arguments concernant Sainte-Beuve et à prendre sa part. Et donc, qu'on ne m'objecte pas est une sorte de rémanence du qu'on ne m'objecte pas aussi de Séché, qui est une sorte d'indice textuel. À moins qu'il s'adresse au lecteur en disant « le lecteur n'a rien à objecter ». Mais l'essayiste, en principe, propose des hypothèses et peut très bien recevoir des objections en échange. Donc, qu'est-ce qu'un essayiste qui dirait qu'on ne m'objecte rien, je détiens la vérité? Donc, il y a finalement chez l'essayiste Proust une attitude qui est quand même un peu péremptoire, un refus du débat, qui s'est manifesté d'entrée de jeu par cette petite théorie du nous, et qui, ici, dans même l'exercice littéraire, se manifeste par un refus de la part des autres hommes de lettres du temps, d'objection ou de contestation. Alors pourquoi est-il tellement content et certain de sa théorie? C'est qu'il est le premier, finalement, à contester à Sainte-Beuve la qualité de critique littéraire, pour une raison très simple qui est énoncée ensuite dans une autre note qui devrait nous alerter. Donc à la page suivante, toujours à propos d'Anatole France, il dit « Pour bien lire un poète ou un prosateur, il faut être soi-même, non pas un érudit, mais poète ou prosateur. » Donc si Anatole France a un bon jugement, c'est parce qu'il est poète et prosateur. Si Sainte-Beuve a un mauvais jugement, c'est qu'il n'est pas vraiment poète ni prosateur, c'est un érudit. Donc, n'étant pas poète, il ne peut pas bien juger ni bien lire les œuvres esthétiques. Donc, il y a ici un argument qui deviendra ensuite l'argument clé du contre Sainte-Beuve 3 ans plus tard, mais qui apparaît dans les notes de façon inductive ou implicite. Si Sainte-Beuve a tout faux, s'il s'est systématiquement trompé, c'est parce qu'il est un mauvais poète. C'est qu'il n'est même pas poète, c'est un érudit. Et donc, il ne sait pas ce qu'est le travail littéraire. Il n'a pas la compétence esthétique pour bien juger les œuvres. Donc, Proust est très content de son argument, parce qu'aucun des critiques de l'époque n'a fait ce lien. Chez certains, Sainte-Beuve, par exemple, est un excellent, par exemple Barbé, Sainte-Beuve est un excellent poète, mort jeune à cause de son investissement dans la critique, mais sinon c'était un excellent poète. Chez d'autres, c'est un critique doté d'une certaine finesse, mais aveuglé par ses haines. Par exemple, c'est chez Brunetière. Ou bien, c'est un mauvais critique parce que sa méthode est anecdotique. Mais quand il laisse tomber sa méthode, alors il devient un bon critique. C'est le cas de Vigny, Hugo, Berceau, Lançon qui développent cet argument, etc. Oui, quand il laisse tomber sa critique inepte, alors il est bon, c'est le discours de Bourget. Ou alors, Bourget encore, c'est un piètre poète, mais un bon prosateur. Donc finalement, il y a toujours dans le jugement sur Sainte-Beuve qu'il est mauvais dans quelque chose, qu'il est bon ailleurs, mais ce ne sont jamais les mêmes points qui sont appréciés par les uns ou par les autres. Or, Proust règle le problème, il est mauvais partout. Sainte-Beuve est un mauvais critique parce que c'est un mauvais poète, et donc étant un mauvais poète, il ne sait pas lire, etc. Et donc il a des mauvais jugements. Donc il y a ainsi une causalité qui est trouvée dans cet énoncé de la note suivante, parce que pour bien lire la poésie, la prose, il faut soi-même être un artiste. Donc, évidemment, il y a là une théorie de la lecture, mais qui finalement finit par exclure le lecteur que nous sommes, parce que nous, qui ne sommes ni artistes ni poètes, comment pouvons-nous lire les œuvres ou les apprécier? Ou alors il faudrait avoir le jugement d'un bon poète pour nous éclairer, afin que nous sachions voir ce qu'il y a à voir. Mais implicitement, vous voyez que cet ouvrage sur la lecture qui prétendait s'intéresser aux théories de Ruskin va beaucoup plus loin et finalement pose la question, qu'est-ce que c'est que lire si on n'est pas soi-même artiste? Sommes-nous fondés à lire? Donc, il y a ici une réflexion qui ne se dit pas, mais qui apparaît de plus en plus et qui semble exclure le lecteur. Enfin, dans les notes de la traduction, donc beaucoup plus loin, dans les notes de la traduction à Sésame et l'Hélice, on voit encore
une note contre Sainte-Beuve. Chez un Sainte-Beuve, le perpétuel déraillement de l'expression, qui sort à tout moment de la voix directe et de l'acception courante, est charmant, mais donne tout de suite la mesure d'un talent, malgré tout, de second ordre. Autrement dit, on voit bien que Sainte-Beuve est un mauvais prosateur, puisqu'il a toujours le mot qui sonne faux et non pas juste. Donc, il n'a pas le mot juste, il est toujours à côté. Ce n'est pas un bon auteur. Donc, évidemment, n'étant pas un bon auteur, c'est un érudit, essentiellement, qui n'est pas capable de faire de la critique littéraire. Donc, on voit bien que le projet antibeuvien et son argumentation apparaissent ici en 1905, mais ce qui m'intéresse ici, donc d'une sorte de digression ou de farcissure des notes de bas de page, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la posture du je qui devient un docte, un théoricien qui affirme, mais qui est-il, lui, pour statuer sur qui est un bon auteur et qui n'en est pas un? Est-il artiste? Est-il poète? Est-il prosateur? Si ce jeu est celui de Marcel Proust, en 1905, qu'est-ce qu'il était, sinon un érudit, lui aussi? Il avait traduit la Bible d'Amiens, avec des notes très savantes, philosophiques même, qui avaient été saluées par Bergson à l'Institut. Ici, il traduit encore un autre ouvrage de Ruskin et fait œuvre d'essayiste. Mais qui est ce je qui prétend savoir ce que c'est que l'écriture, ce que c'est que la lecture d'une œuvre par un artiste, alors que lui-même n'a pas forcément fait ses preuves? Donc, il y a une interrogation sur la légitimité du je qui s'exprime comme théoricien. Il s'exprime comme un redresseur de tort, mais au nom de quel savoir, de quelle expérience? À moins que le texte que nous sommes en train de lire soit considéré comme un texte littéraire qui auto-légitime son auteur et fasse de lui un prosateur. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour cette relecture sur la lecture dont il a été question dans le cours et aussi dans le séminaire avec Donatien Gros qui a reparlé de ce texte et pour tout ce que vous en avez dit. Si on prend le dernier point, en effet, le prologue fictionnel a été lu comme, au fond, la légitimation d'un Proust écrivain, puisqu'on se souvient que c'est des articles qui ont suivi immédiat, ben c'est sur ça que la critique a insisté, c'est sur ce début. Mais il ne pouvait pas encore le savoir en écrivant. Il ne pouvait pas encore le savoir en écrivant, puisque c'est à moins que le dispositif soit conçu pour ça. C'est la légitimation de cette posture adoptée dans la seconde partie se trouve dans la première partie, tout de même. Il faut être sûr de soi, parce que tout le monde aurait pu dénigrer ce texte. Alors, oui, c'est bien cette lecture qui montre que, au fond, l'expérience ne précède pas la généralisation, ce qui est évidemment le contraire de la démarche qui serait celle de l'essayiste et de la démarche qui sera justement celle de la recherche du temps perdu. Voilà. Donc si j'avais eu un tout petit peu plus de temps, j'aurais conclu que le vrai essayisme est dans la recherche où il y a le travail de l'expérience qui mène à la théorie, alors que dans l'essai, finalement, on est dans un genre intermédiaire qui n'est plus le traité, mais qui n'est pas encore l'essai au sens... Qui n'est plus le traité. Alors, on pourrait aussi vous dire que la première partie est tout de même l'antithèse de la deuxième. Oui. C'est la réfutation de la deuxième avant coup. Comme la deuxième comprend beaucoup d'éléments... la réfutation de la conception de la lecture de Ruskin. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est comme ça qu'elle est justifiée à sa place. Oui, mais dans la deuxième partie, il n'y a pas que la réfutation de Ruskin, il y a toutes sortes d'autres choses. Oui, il y a des choses adventices. Bon, Sainte-Beuve est introduit exclusivement dans les notes, et ces notes sont liées à la lecture de Léon Séché, au fond, quand l'article est déjà fait, puisque c'est au printemps de 1905, donc ça s'introduit à ce moment-là. Et
Mais vous avez raison de dire que l'objection qui est faite avant tout à Sainte-Beuve est qu'il est... enfin, ce n'est pas l'animosité contre les écrivains comme Stendhal ou Balzac, mais c'est l'incapacité de lecture. Reste que dans le Contre Sainte-Beuve, Proust reconnaît à Sainte-Beuve la qualité de poète. Il sauve la poésie. Il dit, je recherchais ce passage. Oui, c'est ce qu'il a fait de moins mauvais. Par moment, si ce qu'il y a encore de mieux dans l'œuvre de Sainte-Beuve, ce ne sont pas ses vers. Oui, mais tout jeu de l'esprit a cessé. Les choses ne sont plus approchées de biais avec mille adresses et prestige. Le cercle infernal et magique est rompu. Il n'y a plus de sentiment direct dans les rayons jaunes, dans les larmes de Racine, dans tous ses vers, que dans toute sa prose. Donc c'est la démarche qui consiste à sauver les vers, fût-ce d'un peu haut, pour le justifier. Mais oui, lecture de... Vous dites, on ne sait pas quelle est la lecture. On l'apprend dans la deuxième partie. On apprend que c'est fracasse. Oui. Mais si la théorie, enfin entre guillemets, enfin la définition, pardon, de l'essai veut que la première partie soit une mise en scène de soi et la deuxième en découle, ici on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, puisqu'il faut ramener Fracasse et la lecture de Fracasse pour pouvoir développer la théorie de l'idolâtrie. Donc on se demande à quoi sert la première partie d'une certaine manière, puisque les deux éléments se trouvent répartis en deux temps. Enfin, il y a quelque chose d'assez bizarre dans la construction de cet essai, qui passe, je dirais, avec le reste. Mais si on s'interroge sur la construction, c'est vrai qu'il y a une construction très, très bizarre. Oui, ça là, vous avez tout à fait raison. C'est curieusement construit. Et en même temps, il est probable que, puisque c'est un volume qui est toujours publié de manière autonome par beaucoup d'éditeurs, il est probable que c'est la première partie qui arrête le lecteur. Celle qui annonce Combray d'une certaine façon, bien plus que celle qui débat d'un point de vue théorique avec Raskin, qui contredit Raskin et qui introduit les éléments du Contre Sainte-Beuve.